Aujourd'hui, c'était quand même une belle journée. Je peux dès lors dire que ça va mieux qu'hier, puis clairement moins bien que demain. Euh, il me reste 10 jours avant de terminer ma thérapie. Mon travail avance. C'est sûr que plus on avance dans le temps, plus mes étapes, les travaux de mes étapes sont euh, chargés, chargés émotionnellement, chargés en termes de travaux, d'écriture, de cogitation. Là, je pense énormément. Je travaille de la tête. Ben oui, ça prouve que j'en ai une. euh, donc, je suis rendue au niveau de mes étapes à faire des amendes honorables. Donc, je dois créer une liste et inscrire tous les gens que j'ai lésés dans ma consommation. Évidemment, il y en a quelques-uns. C'est sûr que moi, j'avais déjà fait l'expérience là il y a plusieurs années, donc j'irai pas faire des amendes honorables sur un passé lointain, mais je vais faire des amendes honorables en lien avec ma consommation de cannabis qui dure depuis quand même plusieurs années. Je nommerai pas là les personnes pour qui je vais faire amende honorable puisque c'est plutôt anonyme et personnel. Mais tout ça pour vous dire que au début, j'avais quelques personnes, puis là, ben, on m'a fait comprendre que non seulement faire amende honorable aux personnes qu'on a lésées, donc ceux qu'on a blessés, mais il y a aussi, bon, le pardon de soi. Donc, je dois me faire une lettre d'amende honorable à moi-même pour tout ce qui s'est passé dans ma vie, puis que je me sens coupable. Je dois aussi faire des amendes honorables aux gens qui m'ont blessé. Et là, je veux juste qu'on comprenne bien, il y a quand même plusieurs personnes qui m'ont blessé dans la vie, puis je ne commencerai pas à leur envoyer des lettres à toutes ces personnes-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les écrire, mais par la suite, après les avoir lus à un intervenant, je vais pouvoir les brûler et m'en libérer. C'est un peu le processus qu'on fait au niveau des amendes honorables. Là, je suis dans ma lecture, puis je devrais faire mes lettres cette fin de semaine. Donc, j'ai encore quelques temps pour le faire, là, mais c'est clairement un gros travail que je vais entreprendre là. Donc, aujourd'hui, j'ai le goût, en fait, de discuter avec vous des ateliers que j'ai eus récemment. En fait, il y en a un qui était sur la colère. Je vous dirai pas tout ce qu'il y avait là au niveau de l'atelier. Par contre, je trouvais intéressant de vous lire un petit texte. Ça arrive souvent qu'on va dans la vie tomber sur des gens qui nous dérangent et pour lesquels on va finir par avoir du ressentiment. Un ressentiment qui est de s'en faire énormément et de ressasser les idées négatives, dérangeantes dans notre tête, en venir qu'à haïr la personne, donc avoir du ressentiment pour quelqu'un. Dans mon cas, on est dans une thérapie, il y a plusieurs personnes, puis c'est comme une micro-société. Hein. Il y en a toujours qui dérangent plus que d'autres, parce qu'on a tous des tempéraments différents, même si on a tous un point commun qui est la dépendance, puis qu'on se comprend toutes très bien, puis qu'on s'exprime et se confie aux uns et aux autres, reste que, ben, des fois, il va y avoir des conflits de personnalité. Donc, là, ce qu'on apprend pour ça, c'est vraiment de le gérer de façon positive pour éviter d'accumuler et de faire du ressentiment ou de la colère par la suite par rapport à ces personnes-là. Ici, j'avais une personne qui critiquait sans cesse, là, critiquait les ateliers, critiquait les intervenants dans leur façon d'intervenir, critiquait sur les tâches, la nourriture, critiquait sur les résidents, les uns, les autres, qui faisaient pas, selon cette personne-là, leur tâche adéquatement ou qui se prenaient pas en main ou étaient pas disciplinés à regarder l'horaire, à être
attend aux ateliers. Donc, des critiques constantes, du chiolage constant, ça me dérangeait énormément. Et puis là, je me suis introspectée, qu'est-ce qui fait que ça me dérange comme ça? Mais moi, dans la vie, j'ai une grosse peur de déranger. Et là, je me dis que c'est comme ça pour tout le monde, mais clairement, pour cette personne-là, ça la dérangeait pas de déranger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester 28 jours avec cette personne-là à vivre du ressentiment puis de la colère à chaque fois qu'il va faire une critique? Non. Donc, ce qu'on nous apprend, c'est de faire un petit exercice, entre autres, pour gérer ça, gérer la colère. Donc, en fait, on vous dit, s'il y a une personne comme ça qui vous dérange, ou que vous avez du ressentiment pour une personne, de la colère pour une personne, on vous dit de choisir cette personne avec qui vous vivez de la colère actuellement. Puis au lieu de consacrer toutes vos pensées à faire une liste de défauts ou des erreurs de cette personne, puis que si vous voulez vraiment, réellement rétablir votre équilibre et votre bien-être tout en grandissant votre maturité, bien, juste à relever le défi ici de lui trouver plus de qualités possible. Donc, soyez sincère, trouvez-en au minimum 5, puis vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux par la suite. C'est une bonne habitude à développer chaque fois que vous ressentirez de la colère. Donc, moi, j'ai fait l'exercice, j'ai abordé la personne, toujours parler au je, parce que quand on parle au-dessus, on est accusateur. Donc, c'est pas tu me déranges, tu fais tout le temps ça. Non. Je me sens dérangée quand il y a des critiques constructives, peut-être, mais des critiques qui se font régulièrement ou quand je perçois du chiolage, moi, je me sens pas bien, puis ça fait en sorte que je deviens en colère. Puis j'ai pas envie de vivre toute ma thérapie avec ce sentiment-là. Donc, j'ai choisi 5 qualités, puis j'aimerais ça te les nommer. Donc, j'ai nommé les qualités à la personne, puis la personne a été réceptive, puis la personne, après, même si elle continuait d'avoir le même comportement qui fait partie de sa personnalité et de son caractère, ben ça me dérangeait plus. Et j'ai pu passer plusieurs semaines avec cette personne-là, même à découvrir cette personne-là, qui en avait aussi beaucoup à dire, très intelligente comme personne sincère, une personne tenace, honnête, une personne qui est compétente dans la vie en général, qui avait beaucoup de connaissances, puis que, étrangement, je trouvais souriant. Donc, on va se le dire, là, ça a été difficile à faire, mais reste que ça a fonctionné. Mon ressentiment est parti, ma colère partie, puis là, j'ai même appris à découvrir une personne, une belle personne qui avait ses propres souffrances comme moi, puis qui était ici pour grandir et s'améliorer et bon, aussi mettre fin à une dépendance quelconque. Dans tous les cas, ça a été très bénéfique. Donc, je vous le suggère fortement. C'est un peu comme quand on se promène en auto, hein, puis que là, on se fait dépasser ou couper, puis que là, tabarnak, est-ce que cave? Au lieu de se lancer là-dedans, mais on pourrait transposer ça en positif pour avoir moins de ressentiment, moins de colère, comme ça se peut-tu? Il conduit tellement mal. Bien, au lieu de l'envoyer promener, je vais lui donner de l'amour. Donc, mange de l'amour. C'est ça que je dis. Bon, j'ai un petit ton un peu frustré, mais au lieu de dire mange de la merde, ben, je lui dis mange de l'amour, puis ça passe, puis on continue la route. Il n'y a rien là. Il y en a plusieurs sur la route qui conduisent pas comme moi. Puis c'est clair que ça peut me déranger, mais je suis pas seule au monde. Donc, comment je peux faire pour pas vivre de la colère ou du ressentiment? On transfère ça au positif. Mange de l'amour. OK.
Donc, ceci étant dit, je mets ça de côté. Je voulais revenir sur l'autre atelier qui se trouve à être l'ivresse mentale. Juste pour parler du syndrome de l'ivresse mentale, je vous donne une explication des grandes lignes. Donc, c'est basé sur une dépendance d'alcoolique, parce que le terme qui est ivresse est lié à une personne qui est ivre, donc par défaut une personne qui boit de l'alcool, donc on parle d'un alcoolique, mais ça s'applique pour toutes les substances. Donc que ce soit des speed, amphétamines, du cannabis, de la coke, des dépendances affectives, peu importe la dépendance, là, honnêtement, on peut remplacer le mot alcoolique par peu importe la substance. Donc, ici, ça dit que puisque lorsque l'alcoolique buvait, ses attitudes et son comportement étaient généralement perçus comme anormaux, la persistance de ces mêmes traits caractériels après qu'il ait cessé de boire peut sembler tout autant anormale. Donc, ce qu'on dit ici, c'est que l'expression ivresse mentale fait allusion à l'absence de changement dans les attitudes et le comportement de l'alcoolique qui consomme plus d'alcool ou dans les comportements d'un dépendant à une substance quelconque qui ne consomme plus la substance quelconque. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut facilement tomber dans l'ivresse mentale quand on a un certain temps d'abstinence et c'est important de se voir aller. Donc, quel comportement on avait dans la consommation et si ces mêmes comportements-là apparaissent à un moment donné ou à un autre, un par un ou plusieurs d'un coup, dans un moment où vous êtes abstinent, donc que vous consommez pas, mais que vous avez les mêmes comportements que quand vous consommez, mais c'est ça qu'on appelle l'ivresse mentale. Et ça, c'est un red flag. Donc, à partir du moment où on voit qu'on a des comportements comme quand on consomme, même si on a arrêté de consommer puis qu'on fait tout parfaitement, des meetings, des rencontres, des lectures, des pensées positives, des exercices physiques, de la méditation, de la relaxation, peu importe ce que vous faites, si jamais ces comportements-là réapparaissent, ben c'est important de les voir. Donc, il faut toujours, en fait, essayer de se voir aller. Et c'est un signe. Et dans ce cas-là, ben c'est juste d'être prudent parce que si, par exemple, ben, dans votre discipline, il y a la rigoureuse honnêteté, puis là, tout d'un coup, vous commencez à faire des petits mensonges, pas nécessairement des gros, mais des petits mensonges, ça reste un mensonge pareil. On n'est plus dans la rigoureuse honnêteté. Si, je sais pas, moi, quand tu consommes, tu es une personne qui vole les gens, ben, c'est sûr qu'en arrêtant de consommer, en général, le comportement va cesser. Puis là, tout d'un coup, ben, oups, un petit vol par-ci, un petit vol par-là, ça revient, le comportement, même si t'es pas dans la consommation, ben, red flag, ça veut dire que tu t'en vas probablement vers une rechute. Donc, c'est d'en prendre conscience, puis tout de suite de se ramener à la discipline. Fait que ça, c'est ce qu'on nous apprend en thérapie, puis c'est pour ça que dans une thérapie, ben, il va y avoir beaucoup de discipline, des tâches, des règles, des heures de coucher, des heures de manger, des heures d'atelier, puis c'est à respecter, puis il faut être là à l'heure, puis mais c'est correct. Parce que si on le fait pas, c'est comme de dire on s'en laisse passer. Puis si on s'en laisse passer ici, dans un environnement sécurisé, bienveillant, où il n'y a pas de consommation, mais quand on va ressortir à l'extérieur, bien clairement, on va s'en laisser passer. Donc, petite parenthèse. Pour ce qui est de l'ivresse mentale, ben, c'est juste d'apprendre à se voir aller pour voir si on a vraiment des comportements d'ivresse mentale, parce que ça peut juste prévenir une rechute. Donc, je mets ça de côté aussi, puis je vous reviens avec l'atelier du désidérateur que je vous ai mentionné hier. Donc, le desiderata, c'est un nom ici. Dans le fond, ça a été fait
est écrit vers 1920. En fait, ça date de 1692. Ça a été découvert dans une église de Baltimore. Par contre, ça a été écrit en 1920. Puis en 1927, là, les droits d'auteur ont été protégés. Dans le fond, c'est un homme d'affaires et un écrivain poète qui a fait ça. Et il aurait écrit ça là, pour donner une leçon à sa fille. Ça aurait été écrit à l'âge de 55 ans. Mais le poème, lui, par contre, a été popularisé après sa mort. Fait que c'est une leçon de morale, en fait. Le Desiderata nous enseigne à apprendre de l'expérience et de la richesse du temps qui passe. C'est la meilleure façon de vivre la vie et de croire et découvrir que le meilleur reste à venir. Donc, que le bonheur signifie également que nous devons apprendre à laisser tomber les choses du passé. Donc, je vous lis le texte, puis ça va être ça pour ce soir. En fait, je vais vous laisser par la suite. Alors, Desiderata, va paisiblement ton chemin, à travers le bruit et la hâte, et souviens-toi que dans le silence est la paix. Autant que faire se peut, et sans courber la tête, sois ami avec tes semblables. Exprime ta vérité calmement et clairement, et écoute les autres, même les plus ennuyeux ou les plus ignorants, eux aussi ont quelque chose à dire. Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire. Il pêche contre l'esprit. Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer, car toujours tu trouveras meilleur ou pire que toi. Jouis de tes succès, mais aussi de tes plans. Aime ton travail, aussi humble soit-il, car c'est un bien réel dans un monde incertain. Sois sage en affaires, car le monde est trompeur, mais n'ignore pas non plus que vertu il y a, que beaucoup d'hommes poursuivent un idéal et que l'héroïsme n'est pas une chose si rare. Sois toi-même et surtout ne feins pas l'amitié, n'aborde pas non plus l'amour avec cynisme, car malgré les vicissitudes et les désenchantements, il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. Incline-toi devant l'inévitable passage des ans. Laisse sans regret la jeunesse et ses plaisirs. Sache que pour être fort, tu dois te préparer, mais ne succombe pas aux craintes chimériques qu'engendrent souvent la fatigue et la solitude. En deçà d'une sage discipline, sois bon avec toi-même. Tu es bien fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles, tu y as ta place. Quoi que tu penses, il est clair que l'univers continue sa marche comme il se doit. Sois donc en paix avec la vie, quel qu'il puisse être pour toi, et quelle que soit ta tâche et tes aspirations dans le bruit et la confusion de la vie, garde ton âme en paix. Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus, la vie a encore sa beauté, donc sois prudent et essaie d'être heureux. Bon 24 heures! Une production Scénarimage.